Avant de commencer l'épisode, je voulais juste vous dire qu'il est encore temps de s'inscrire pour le premier Festival des idées Chaleur Humaine qui a lieu samedi 14 décembre au Théâtre de la Ville à Paris. Si ça vous dit et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du Monde Atelier et vous inscrire si ça vous dit. Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Moi, mon film préféré avec Kevin Costner, c'est Robin des Bois, Prince des voleurs. Parce qu'en fait, j'aime bien les histoires de bandits. Mais quand j'étais ado, la plus grosse super-production dans laquelle il a joué, ça s'appelait Waterworld. Dans la version québécoise, ça s'appelle même Un monde sans terre. Dans une époque lointaine, les glaciers ont tous fondu à cause du réchauffement climatique et l'eau a fini par submerger toute la surface de la Terre et condamner les humains restants à vivre sur de petits atolls artificiels pas très sympas. Là-dedans, Kevin Costner, qui est un genre d'homme-poisson intrépide, va vivre des tas d'aventures qui vont le conduire à trouver une île, une vraie, dont on finira par comprendre à la fin, désolé je vous gâche la fin du film, qu'il s'agissait de l'Everest. Waterworld, c'est un film pas terrible qui a connu un succès assez relatif. Mais il parlait déjà, en 1995, des conséquences possibles du changement climatique. Et si on parle souvent de la hausse des températures, on oublie parfois que l'une des conséquences les plus visibles du réchauffement, c'est la montée des eaux. Bon, c'est vrai, Kevin Costner, il a jamais été très fort dans les ordres de grandeur et Waterworld, c'est pas exactement un documentaire. Sur les 100 dernières années, l'eau a monté en moyenne de 20 cm. Mais elle devrait monter en moyenne de 20 cm dans les 30 prochaines années. Autrement dit, ça s'accélère. Pourquoi le réchauffement climatique fait-il monter le niveau de la mer? Est-il possible d'inverser la tendance? Quels seront les impacts sur nos vies de cette réalité future? Et comment s'organiser pour faire face à la montée des eaux? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans Chaleur Humaine. Gonéry Le Cauzanet est ingénieur, spécialiste de l'adaptation au changement climatique et travaille au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Il est membre du Haut Conseil pour le climat et co-auteur du dernier rapport du GIEC sur les impacts du changement climatique. Bonjour Gonéry Le Cauzanet. Bonjour Nabil Wakim. Alors si on commence par le début, la montée de la mer sous l'effet du changement climatique, c'est quelques millimètres par an. Alors d'abord, comment ça marche? Pourquoi l'eau monte? Et puis, est-ce que c'est si grave, ces quelques millimètres? Alors effectivement, l'élévation du niveau de la mer telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, elle est à 4 mm par an. Mais à la fin du XXe siècle, c'était plutôt 2 mm par an. Donc on a bien une accélération, comme vous l'avez dit en introduction. Cette élévation du niveau de la mer, c'est une conséquence du réchauffement climatique parce que d'une part, on a une accumulation de chaleur dans le système Terre. 90% de cette chaleur, elle s'accumule dans l'océan. L'océan se réchauffe et donc il se dilate. Alors c'est de l'eau, elle se dilate de manière assez faible, mais tout de même suffisamment pour qu'on ait à peu près 1,4 mm d'expansion thermique par an aujourd'hui liée à ce réchauffement climatique. Les autres aspects en fait qui font que le niveau de la mer monte, ce sont les pertes de glace. Donc on a les glaciers de montagne, donc hors Groenland et Antarctique, qui aujourd'hui représentent à peu près un petit peu moins d'1 mm par an. Et puis depuis le début des années 2000, on voit que la calotte du Groenland et de l'Antarctique commence à fondre. Et là, ça représente à nouveau à peu près 1 mm par an. Alors en fait, si on regarde un petit peu les ordres de grandeur, en fait les glaciers, malheureusement, on sait qu'ils vont continuer à fondre. On sait que ça représente entre 20 et 30 cm supplémentaires. L'expansion thermique, elle va se prolonger également. Donc on a deux grandes calottes de glace, l'Antarctique et le Groenland, qui sont très différentes. L'Antarctique, c'est une calotte de glace en fait qui est en contact avec l'océan. Ce sont les secteurs qui sont en contact avec l'océan qui commencent à fondre. Et c'est une calotte qui représente plus de 60 mètres d'élévation du niveau de la mer potentiel. Mais ces 60 mètres, on ne sait pas si la totalité de la calotte va fondre, et de toute façon, elle mettra des milliers d'années à fondre. Le Groenland, c'est une calotte qui représente 7 mètres d'élévation au niveau de la mer, c'est une relique de la dernière période glaciaire en réalité. Si la calotte du Groenland refond et qu'on revient au climat actuel, disons même pré-industriel, elle ne se reformera pas. Et cette calotte est très sensible à la météo, en fait, aux vagues de chaleur pendant l'été, aux précipitations. Et c'est pareil, c'est une calotte qui va mettre des siècles à fondre. Mais du coup, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on parle en millimètres, et donc est-ce que c'est vraiment si grave d'avoir quelques millimètres de plus? On a du mal à mesurer, c'est-à-dire on voit que sur la très longue durée, ça peut avoir des conséquences très importantes, comme vous l'avez dit, sur l'Antarctique, sur le Groenland, mais là, dans les 20, 30, 40 prochaines années, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on doit à la fois se préparer à des conséquences de l'élévation du niveau de la mer qui sont relativement faciles à gérer au cours des prochaines décennies.
En fait, qu'est-ce que c'est? C'est des submersions à marée haute qui vont inonder des quais. Ça, on sait faire, remonter des quais. Également, des submersions marines dont on va devoir soit se protéger, soit se relocaliser. Tant qu'on parle de quelques centimètres, ce n'est pas extrêmement important. Mais en même temps, on sait que dès qu'on va dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique, à terme, on dépassera quelques mètres d'élévation du niveau de la mer, au moins 2 mètres. Alors ça, ce sera, si on reste à 1,5 degré, ça sera bien après 2100. Mais si par contre, on va vers des émissions extrêmement fortes et un scénario d'effondrement de l'Antarctique qui est assez défavorable, ça peut être dès le début du 22e siècle qu'on aurait 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc là, on commence à entrer en fait dans des périodes de temps qui sont pertinentes pour la gestion de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Est-ce c'est une bonne idée par exemple d'installer des infrastructures critiques, un nouvel EPR dans une zone qui potentiellement est exposée à 2 mètres d'élévation du niveau de la mer et pour laquelle, oui, on sait gérer, on sait faire des digues, mais c'est tout le territoire qui est concerné, donc beaucoup d'acteurs, donc une gouvernance qui est compliquée à mettre en place pour s'adapter à ce type de phénomène. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment une différence si jamais on était sur la bonne trajectoire en termes de baisse des émissions de gaz à effet de serre, si on fait vraiment les bons efforts d'une certaine manière, est-ce que de toute façon, il n'y a pas quand même le risque que, compte tenu de la manière dont fonctionne le système Terre, l'eau continue à monter de toute façon? Oui, c'est vraiment une caractéristique de l'élévation du niveau de la mer par rapport aux autres impacts du réchauffement climatique. Si vous regardez par exemple les canicules, le jour où on aura réussi à stabiliser le réchauffement climatique, peut-être à 1,5 degré, peut-être à 2 degrés, elles cesseront de s'aggraver. L'élévation du niveau de la mer, elle va se poursuivre pendant des siècles. Et elle va se poursuivre pendant des siècles parce que le Groenland et l'Antarctique vont mettre des siècles à s'ajuster au nouveau climat, au nouveau réchauffement. Mais alors, juste pour bien comprendre en fait à quel point il faut s'inquiéter, parce qu'on a d'un côté des fois l'impression qu'effectivement notre futur ça va être Waterworld ou l'Arche de Noé, mais d'un autre côté on entend évidemment des gens qui sont beaucoup plus sceptiques sur ces sujets-là. Je pense au dernier débat présidentiel américain où Donald Trump a dit mais en fait la montée des eaux c'est super, on va avoir plus de maisons en bord de mer. Entre les deux, c'est où qu'il faut mettre le curseur? En fait, c'est vrai qu'on a d'un côté des acteurs qui nous disent bon, l'élévation du niveau de la mer, c'est quelques millimètres par an, c'est pas la peine de s'inquiéter. Et puis de l'autre, des acteurs qui nous disent oui, on va avoir peut-être des submersions massives permanentes des zones côtières dès 2050. Et ni l'un ni l'autre ne sont vrais. En fait, le problème, c'est que déjà, avec quelques centimètres, dizaines de centimètres d'élévation du niveau de la mer, vous avez déjà des problèmes importants. Parce que ces questions-là de submersion marine à marée haute, en fait, on en voit beaucoup, par exemple, sur la côte est des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est une région dans laquelle le sol s'enfonce. Donc le sol s'enfonce, donc le niveau de la mer il monte à la fois du fait du réchauffement climatique et du fait qu'on a ce phénomène qu'on appelle la subsidence, qui est le sol qui s'enfonce. Et ce que nous disent nos collègues américains, c'est que en réalité ça cause beaucoup de perturbations sur le fonctionnement des ports. Les ports aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 100 milliards de dollars annuellement de marchandises qui sont en fait exposées, qui passent par des ports qui sont exposés au risque climatique. En fait, il y a 80% du commerce mondial qui passe par des ports. Et donc là, on a vraiment un sujet en fait, de vulnérabilité de nos sociétés. Voilà. Quand on regarde, nous souvent, en tant que chercheurs, on regarde les impacts directs du réchauffement climatique. On regarde qu'est-ce qui se passe, les impacts sur l'érosion, sur la submersion, sur les intrusions salines. On oublie un peu ces impacts indirects qui sont très difficiles à quantifier. Aujourd'hui, on commence à avoir des recherches qui nous indiquent que quand vous avez une catastrophe climatique, les coûts pour la société, ça peut représenter jusqu'à 3 fois les coûts directs que vous avez eus rien que par les dommages de la submersion marine. Parce que quand on parle du risque de submersion marine, en quoi ça a un rapport avec le réchauffement climatique et tout ce dont on parle sur la montée des eaux? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une tempête, vous avez plusieurs facteurs qui font que le niveau de l'eau va s'élever au-dessus de la marée prédite. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez une baisse des pressions atmosphériques, donc le plan d'eau se surélève. Vous avez également du vent qui peut pousser les masses d'eau vers la côte. Et puis également, vous avez les vagues. Les vagues, alors à la fois, on a un déferlement des vagues qui crée une surélévation du plan d'eau dans la zone côtière. Et puis, vous avez également le va-et-vient des vagues qui peut en fait faire passer des paquets de mer de l'autre côté des dunes ou des digues. Alors, en première approximation, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, c'est quasiment vrai, disons à 80%. En fait, il suffit de superposer ces phénomènes à l'élévation du niveau de la mer et vous voyez les impacts de l'élévation du niveau de la mer. Bien souvent, en fait, les défenses, elles sont conçues pour finalement répondre à une tempête, on va dire centenale, donc une tempête qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. Et 20 cm de plus, en fait, c'est très important. Ça vous fait passer d'une tempête centenale à peut-être une tempête qui a une chance sur 200 de se produire chaque année. Donc des petites variations du niveau marin moyen, elles ont des impacts très importants en termes d'événements extrêmes, en termes de risque de submersion marine.
Alors justement, si on essaye de regarder un peu en termes de zones géographiques qui sont les plus exposées, d'abord peut-être sur la France, est-ce que il y a des zones de France où la montée des eaux d'abord peut être plus importante et où elle peut avoir plus d'impact? Alors effectivement, quand on regarde qu'est-ce qui est à risque de l'élévation du niveau de la mer, on regarde deux choses. On regarde l'élévation du niveau de la mer, et puis on regarde qu'est-ce qui est exposé à cette élévation du niveau de la mer. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des zones habitées dans le monde sont exposées à une élévation du niveau de la mer qui est à plus ou moins 20%, ce que sera la moyenne globale. C'est-à-dire que vers 2100, en gros, 3 degrés de réchauffement climatique, on est entre 50 cm et 80 cm. À 1,5 degré, on peut éviter peut-être 20 cm d'élévation au niveau de la mer. À 4-5 degrés, on peut aller au-delà du mer en 2100. Mais après, on continue à monter, le niveau de la mer continue à monter. À 3 degrés, il monte de 1 cm par an. C'est-à-dire qu'en 2120, vous avez 20 cm de plus. Donc on a cette élévation du niveau de la mer qui est finalement pas tellement différente selon les différents endroits dans le monde, du moins les endroits habités. En termes d'exposition, évidemment, c'est très différent. Vous avez des zones qui sont très exposées. Alors, on pense beaucoup aux atolls. Alors, les atolls, effectivement, c'est des zones très basses. Il n'y a pas d'endroit pour se réfugier. Les atolls de Polynésie française, c'est pas forcément les plus exposés, en fait, parce que ils sont souvent, la plupart de ceux qui sont habités, par exemple, Rangiroa, c'est un atoll surélevé qui est sur une plateforme, en fait, qui a quelques 20, 30, 40, 50 cm au-dessus du niveau de la mer. Les Maldives, par contre, sont extrêmement exposés. Vous regardez les îles hautes, en fait, quand vous regardez une île haute, souvent vous avez des pentes très importantes. Et donc vous avez, même si c'est une île haute, en réalité, les possibilités de se relocaliser ne sont pas très importantes. À Tahiti, l'aéroport est très peu au-dessus du niveau de la mer. Il va être exposé très rapidement à ces phénomènes de submersion marine à marée haute. Voilà. Donc vous avez ces deux facteurs à regarder, l'élévation du niveau de la mer et l'exposition. Bon, si on regarde un petit peu l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qui fait que les choses peuvent s'aggraver considérablement? En fait, il y a vraiment ce phénomène de mouvements verticaux du sol qui peut considérablement aggraver les choses. En France, on a à Mayotte, vous savez, à Mayotte, on a eu ce volcan sous-marin qui est entré en éruption il y a quelques années, à quelques dizaines de kilomètres de la côte. Et en fait, ce volcan est rentré en éruption et il a causé des déformations du sol très importantes à Mayotte. Et on a une partie de Mayotte qui s'est en fait enfoncée jusqu'à 20 cm. Et ça a causé effectivement une aggravation des submersions marines à marée haute. Ça, c'est un petit peu un laboratoire de ce qui va se passer partout dans les autres départements d'outre-mer ultérieurement. En France métropolitaine, toutes les zones basses sont exposées à l'élévation du niveau de la mer. Ce sont toutes des zones dans lesquelles il va y avoir des problèmes de gestion qui vont se poser très rapidement. Ça, on peut penser par exemple à l'estuaire de la Loire, à la Garonne, le sud-ouest. C'est le cas aussi en Bretagne. Est-ce que c'est aussi le cas en Méditerranée? Oui, absolument. Alors la Méditerranée, la caractéristique, c'est qu'on a peu de marée. Et donc quand vous avez une tempête, cette tempête, elle va frapper le haut de la plage pendant plusieurs heures, voire pendant presque une journée en fait. Donc la Méditerranée, paradoxalement, le fait qu'il n'y ait pas de marée, ça fait que c'est un facteur de vulnérabilité supplémentaire pour les plages et pour les bâtiments qui sont juste à l'arrière. D'ailleurs, si vous regardez en fait la zone qui est entre le Roussillon et puis en fait Marseille, vous avez énormément de plages, de zones basses avec des étangs en arrière. Ça, c'est typiquement des zones extrêmement vulnérables sur le plan géomorphologique. Voilà. Les estuaires, c'est clairement des zones où il y a des problèmes de gestion extrêmement importants qui vont se poser. Si vous regardez, qu'est-ce que font les autres pays? Vous regardez par exemple les Pays-Bas. En 1953, il y a eu une tempête extrêmement importante. Il y a eu 2000 morts en fait dans la zone de la Zélande, là, qui est au sud-ouest des Pays-Bas. Et ça a motivé en fait un plan qu'on appelle le plan Delta, qui est un plan qui consiste initialement à renforcer les protections, essentiellement pour se protéger contre ces tempêtes. Et sur les estuaires, aujourd'hui, aux Pays-Bas, beaucoup d'estuaires, vous avez des infrastructures qui peuvent fermer l'estuaire pendant les tempêtes. Ces barrières, souvent, sont conçues pour être fermées une fois par an, voire moins. Mais en 2050, les estimations dont on dispose font que ces barrières, il faudra les fermer 10 fois par an. Et elles ne sont pas conçues pour ça, donc il faudra les refaire. C'est des infrastructures qui coûtent des milliards d'euros. Voilà, sur la Seine, la Seine est un estuaire sur lequel on voit la marée jusque derrière Rouen, pose. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on fait des barrières estuariennes? C'est pas forcément extrêmement pertinent du point de vue des écosystèmes, de la gestion des écosystèmes. Il y a une autre option qui serait d'avoir une gestion extrêmement fine du territoire, c'est-à-dire en protégeant les enjeux qui méritent d'être protégés, en évitant de davantage aggraver les choses en urbanisant dans les zones basses, et puis également en ayant des zones un petit peu ouvertes, des marais, qui permettent d'atténuer le pic de la tempête. Voilà. C'est quelque chose qui a été fait dans l'estuaire de l'Escaut,
donc en Belgique. Et ce type de gestion, le problème, c'est qu'elle demande une gouvernance très fine, avec beaucoup d'acteurs, la région, l'État, etc., et puis également les acteurs privés, qui soient extrêmement coordonnés. Alors, on va revenir sur ces enjeux de gouvernance et de comment on fait justement pour se préparer le mieux possible à la montée des eaux. Mais avant ça, est-ce qu'on peut quand même aussi regarder au niveau mondial quelles sont les zones qui sont les plus exposées? On entend souvent parler par exemple du Bangladesh, qui est déjà aujourd'hui très exposé à des pluies intenses et à des questions de submersion marine. Est-ce qu'il y a aussi des grandes villes ou des zones du monde en particulier qui sont aujourd'hui en première ligne? Alors effectivement, je n'ai pas parlé des grands deltas asiatiques, mais les grands deltas asiatiques, c'est vraiment un hotspot pour l'élévation du niveau de la mer. Alors pour plein de raisons. Alors la première raison, c'est effectivement que c'est des zones très basses. C'est des zones également sur lesquelles, bien souvent, vous avez eu des barrages qui ont été faits en amont. C'est le cas par exemple au Vietnam, sur le Mekong. Vous avez des barrages qui limitent les apports en sédiments dans le delta. Et donc le delta n'a plus cette capacité de grandir en fait, au fur et à mesure que le niveau de la mer monte. De se surélever finalement. La deuxième raison, c'est que ces deltas, en fait, ils ont tendance à nouveau être affectés par des mouvements de verticaux du sol, en fait, par une subsidence, le sol s'enfonce, qui est lié au fait que dans ces grands deltas, bien souvent, on extrait des eaux souterraines pour la consommation d'eau, et donc, en fait, on a un phénomène qui est souvent appelé compaction de sédiments. En fait, c'est le fait qu'on a une teneur en eau qui diminue dans les sédiments, et donc on a un enfoncement du sol. Alors les rythmes qu'on a par rapport à cette subsidence, ils sont très importants en fait. Vous avez des centimètres, voire des dizaines de centimètres par an aux endroits où on extrait de l'eau souterraine. Et là, du coup, c'est extrêmement important de regarder que font les gens en réponse à ça. Alors, dans les zones urbaines, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont vers de la protection de plus en plus massive. C'est quelque chose qui a été vu à Tokyo, à Jakarta, en Thaïlande, etc. C'est une protection en fait qui est extrêmement coûteuse. On parle vraiment de milliards d'euros. Mais les enjeux le justifient parce que c'est des villes. Et puis dans les zones périurbaines ou rurales, là en fait on a des réponses qui sont extrêmement différentes. On a des gens qui partent et puis d'autres gens qui restent. Des gens qui restent, mais qui restent finalement en bricolant en fait. C'est-à-dire aux Philippines par exemple, vous avez des exemples de personnes qui, pour s'adapter aux périodes pendant lesquelles on a de l'eau qui est envahie en fait le village, ils construisent des maisons sur des pilotis, en fait, avec des bris de coraux, des choses comme ça. Et en fait, en faisant cela, ils aggravent la vulnérabilité de leurs bâtiments aux cyclones. Donc là, on commence à parler de maladaptation, en fait, parce qu'en voulant répondre à un problème qui est les submersions crâniques liées au fait qu'on a de la subsidence, de l'élévation du niveau de la mer petit à petit qui se met en place, on aggrave la vulnérabilité face aux cyclones. Mais alors, puisque ce phénomène est de toute façon en train d'avoir lieu, c'est quoi nos options pour y faire face de manière un peu réaliste et sérieuse? La première chose, en fait, c'est de dire évitons d'aggraver les choses. Évitons de nous installer dans des zones basses dont on sait que tôt ou tard, soit il faudra les protéger à des coûts très élevés, soit il faudra s'en aller. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est pertinent en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a ces plans de prévention des risques qui limitent l'urbanisation. Mais c'est quelque chose qui est encore plus pertinent en Afrique et en Asie, où si on ne fait rien, il y a des millions de personnes qui vont s'installer dans ces méga-deltas, en fait. Ensuite, pour les zones qui sont déjà urbanisées, finalement, on a pas mal d'options devant nous, en fait. On peut protéger. C'est ce qu'ont fait les Pays-Bas, c'est ce que la barrière de la Tamise, également, à Londres, protège des submersions. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous protégez, en fait, d'une certaine manière, vous avez un effet qui est que vous pouvez encourager le développement en arrière de ces défenses. Et donc, vous vous condamnez à toujours protéger. Et à toujours protéger, même si on va vers des scénarios d'élévation de niveau de la mer très importants qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, qui ne sont pas les plus probables, mais qui peuvent nous amener au-delà du mètre dès 2100 en fait, et au-delà de plusieurs mètres au XXIe siècle. Sur ce point-là, ce que vous expliquez, qu'en tout cas moi j'avais pas en tête, c'est que en fait la construction d'infrastructures pour se protéger, de très grandes digues ou de barrières face à un estuaire, en fait ça se chiffre en milliards d'euros, mais aussi ça met très longtemps à être construit. En fait, en réalité, un des risques du réchauffement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, c'est qu'on soit pris de court, en fait. C'est-à-dire qu'on n'ait pas le temps de s'adapter, parce que ce qu'on constate, c'est que par exemple une barrière estuarienne comme celle de Venise, dès les années 60, les gens avaient compris qu'il y avait besoin de faire quelque chose, parce qu'on avait eu ces aqua alta, en fait, qui présentent un risque pour le patrimoine historique, et donc à un moment, il faut tout simplement être capable de fermer la lagune de la mer Adriatique pour éviter ces submersions. Le système tel qu'il a été mis en place en 2020, il a été conçu dans les années 80. Donc vous avez eu 40 ans entre la conception et la mise en œuvre.
Alors évidemment, il y a d'autres exemples où on va plus vite. La barrière dont je parlais tout à l'heure aux Pays-Bas, elle a été construite en 10 ans. Mais dans un contexte où les Pays-Bas avaient déjà toute la gouvernance, tous les financements en place pour faire ce type d'infrastructure. Donc je dirais que vraiment, une des questions qui est posée par le GIEC, par tous les acteurs, c'est de dire il faut faire très attention sur cette question d'élévation du niveau de la mer parce que on risque d'être pris de court par l'élévation du niveau de la mer, et notamment si en Antarctique, en fait, la calotte répond plus vite que ce qui a été projeté, et quelque chose qu'aujourd'hui les glaciologues ne peuvent pas exclure en réalité. Parce que l'autre option, si on ne peut pas protéger, c'est de réorganiser des territoires et qu'il y ait des habitants ou des activités économiques qui doivent se déplacer. Et ça, on imagine bien que c'est pas facile. Ça pose plein de questions démocratiques, sociales, d'organisation de la société. Et là aussi, il y a une question de pas de temps. Quelle durée il faut avoir en tête pour se dire qu'on peut réorganiser un territoire face à la montée des eaux? Est-ce que ça s'est déjà fait? Alors, ça s'est déjà fait sur des cas quand même assez limités. C'est-à-dire que, par exemple, en France, vous avez le Lido de Sète à Marseillan, où il y a eu une relocalisation parce que la route était affectée à chaque tempête dans les années 80. Et finalement, on a fini par relocaliser cette route en arrière sur le Lido. Et ça a permis également de créer une zone dans laquelle, en fait, on a des dunes, on peut... il y a des activités de tourisme qui peuvent se mettre en place. Ce projet, il a coûté 50 millions d'euros pour 10 km de Lido, en fait. Donc on est sur un projet qui coûte 5 000 euros par mètre de linéaire côtier, et c'est presque plus cher que des protections, en fait, en réalité. Mais il y a un intérêt qui est à côté, qui est le tourisme. Voilà. Quand on parle de relocalisation, en fait, le problème, il est financier et il est également social. En fait, c'est extrêmement difficile de dire on va se relocaliser. Vous avez un autre exemple en France qui est l'exemple complètement contraire, qui est l'immeuble du Signal à Soulac, donc à côté de la Gironde. Cet immeuble, il a été construit à 200 mètres du trait de côte dans les années 60-70. Et en fait, en 2014, après la série de tempêtes de 2014-2013, en fait, vous avez une dune qui était complètement falaisée, qui était raide devant l'immeuble. Et donc, il a fallu en fait démolir l'immeuble et expulser les habitants. Et là, vous arrivez dans des choses qui sont extrêmement compliquées, que dans le système d'indemnisation des catastrophes naturelles en France, vous n'avez pas d'indemnisation qui est prévue pour le recul du trait de côte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des procès. Et à la fin, il y a eu effectivement une indemnisation avec un vote à l'Assemblée. Ce type de relocalisation-là, en fait, c'est très subi, en fait. Si on veut éviter ce type de relocalisation qui se fait dans la douleur, avec des coûts potentiellement beaucoup plus importants que si on avait anticipé, il faut anticiper. Et anticiper, ça prend du temps, et tout indique qu'il faut des dizaines d'années, en fait, pour se préparer à ces relocalisations. Oui, parce que cette question des dommages matériels, derrière, il y a des questions de coûts. Et donc, est-ce qu'on sait mesurer aujourd'hui combien ça coûterait en fonction de ce qu'on fait en termes d'adaptation pour la France, la montée des eaux? Aujourd'hui, les estimations qu'on a du coût des submersions marines en France dans la situation actuelle, c'est entre 60 et 100 millions d'euros par an, en moyenne. Le problème, c'est que vous avez un événement comme Xynthia, pendant lequel vous avez des centaines de millions d'euros qui sont de dommages, et puis après, pendant quelques années, vous avez des dommages qui sont beaucoup moins importants, voire pas du tout. Et donc on oublie un peu en fait ce phénomène, et il arrive à nouveau brutalement quelques années après, quoi. Donc aujourd'hui, ces estimations, c'est entre 60 et 100 millions d'euros par an, et c'est assez incertain, vous voyez, il y a une grosse fourchette. Mais alors quand on va en 2050, c'est encore pire. Vous avez des estimations qui vont de x2, autour de 200 millions d'euros par an, à x10, et là vous atteignez le milliard d'euros par an. Et donc là, c'est un sujet d'inquiétude pour la stabilité du système de catastrophes naturelles français, qui est un système assez protecteur. En fait, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui nous envient ce système d'assurance qui couvre tout le monde, cette assurance d'habitation qui est obligatoire, du moins pour les locataires, et puis voilà. Et qui fait qu'on a quand même une protection, un filet de sécurité que n'ont pas, par exemple, beaucoup de gens qui habitent en Floride ou en Louisiane, aux États-Unis, des zones très exposées aux cyclones. Alors, vous avez parlé de la tempête Xynthia, donc qui a traversé la France au début de l'année 2010. Une tempête comme celle-là, c'est pas simplement des catastrophes matérielles ou des impacts environnementaux, c'est aussi une catastrophe humaine. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, on a des morts, tout simplement. Et à Xynthia, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez des zones en fait dans lesquelles on a construit, on n'aurait probablement pas dû construire. En fait, si on avait fait les plans de prévention des risques suffisamment à temps dans ces zones-là, ça aurait certainement été interdit de construire dans ces zones-là. Et en plus, des maisons qui n'avaient qu'un seul étage. Donc les gens sont morts dans leur maison noyés, en fait. Mais pendant les tempêtes, oui, vous avez des morts aussi par les vagues, c'est souvent aussi le vent, c'est aussi effectivement les pluies intenses, le fait que des fois, on a des comportements qui sont de essayer de protéger des biens, et puis en fait, on se met en danger en essayant de protéger des biens. En fait, voilà, il y a toute une
culture du risque, en fait, quand même, à essayer de faire passer. Mais donc, effectivement, dans le pire des cas, on parle de mort. On parle de gens, effectivement, qui peuvent mourir du fait qu'on ne s'est pas suffisamment bien préparé aux submersions marines, à l'élévation du niveau de la mer. Enfin, il y a des endroits dans lesquels ça apparaît plus simple que d'autres. On peut penser notamment à des activités économiques qui sont en bord de mer, aux raffineries par exemple en Normandie, où récemment il y a eu une discussion autour du développement de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe. Il y a eu un rapport de l'ONG Greenpeace qui dit attention, Gravelines est vulnérable à la montée des eaux. Est-ce que ça c'est des choses dont il faut s'inquiéter? La filière nucléaire dit mais non, pas du tout. Nos réacteurs nucléaires qui sont en bord de mer prévoient justement des scénarios de montée des eaux, mais en fait, on a beaucoup de sites industriels un peu dangereux qui se situent dans des zones comme celle-ci. Pour nous, la centrale nucléaire, c'est vraiment l'objet idéal pour nous qui étudions l'élévation du niveau de la mer, parce que vous avez vous avez en fait des échelles de temps qui sont finalement très longues et qui sont compatibles avec ce problème d'élévation du niveau de la mer. Si aujourd'hui on construit un EPR, on va mettre peut-être 10 ans à le construire. Il va être opéré pendant 60 à 80 ans, et après vous aurez le démantèlement. Donc vous êtes déjà dans le 22e siècle. Donc vous ne pouvez pas exclure 1 mètre, 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors là, la question c'est, est-ce que EDF est capable finalement de protéger une centrale si on a 2 mètres d'élévation du niveau de la mer? Et la réponse est clairement oui. Ça va coûter très cher, mais ils sont capables. Le problème, c'est que tout ne dépend pas que d'EDF. En fait, ces zones basses, eh bien finalement, il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises par d'autres parties prenantes, la région, etc., pour protéger par exemple les accès à la centrale. Et c'est là que la gouvernance, ça devient extrêmement compliquée. Alors c'est quoi la réponse à ça? Finalement, c'est ce qu'ont fait les Hollandais, en fait, c'est d'anticiper. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'effectuer des travaux pour protéger Gravelines d'une élévation du niveau de la mer de 2 mètres. Mais par contre, on a besoin de savoir quand est-ce qu'il faudrait commencer des travaux si on voit que les choses commencent à tourner mal, et notamment si on voit que l'Antarctique commence à fondre rapidement au cours des prochaines dizaines d'années. Et ça, c'est un travail en fait de planification qui est très bien fait au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, et qu'en France, on pourrait s'inspirer de ces travaux. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à comment on peut faire pour anticiper et s'organiser. Je cite souvent un article écrit il y a quelques années d'un de mes collègues, Clément Guilloux, qui parlait des campings. On sait déjà que la moitié des campings de France seront concernés par la montée des eaux dans les prochaines années et que c'est pas du tout évident de les relocaliser et qu'on sait pas très bien qui va s'occuper de ça. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui illustre bien qu'il y a un enjeu sur comment on fait pour s'organiser de manière intelligente, pour anticiper les problèmes. Alors comment on fait pour organiser tout ça? En fait, il faut des objectifs clairs déjà. En fait, à long terme, vous avez vraiment 2 options d'adaptation qui sont soit on se protège, et ça c'est à des coûts très élevés, soit on relocalise, et ça c'est également à des coûts très élevés, et également avec un coût social important. Mais le fait de relocaliser amène des co-bénéfices importants, c'est-à-dire que en fait, vous avez par exemple, vous créez des espaces qui peuvent être agréables pour le tourisme, pour les écosystèmes. Voilà, les écosystèmes côtiers, comme tous les autres écosystèmes, sont très menacés par le changement climatique, par tout simplement le piétinement sur les dunes, par plein de choses. Et en fait, on a besoin de les protéger, et en relocalisant, on crée des espaces pour eux, en fait. Voilà. Donc on a ces 2 options. Et la question, c'est où est-ce qu'on relocalise, où est-ce qu'on protège? Et ça, aujourd'hui, on n'a pas une décision très claire qui a été prise sur les différents sites. On a des expérimentations, on a le Conservatoire du littoral qui fait des expérimentations de relocalisation vraiment sur certains sites qui lui appartiennent. Le fait qu'on ait le Conservatoire du littoral, c'est très important parce que c'est également un moyen d'acheter du foncier. Et on va devoir acheter du foncier pour justement faire ces relocalisations. Mais en réalité, on aurait besoin de savoir assez tôt quelle est la stratégie pour l'estuaire de la Seine, pour la région de Dunkerque, pour le Val de Sanne. Alors le Val de Sanne, c'est en Seine-Maritime. Ils ont pris la décision effectivement d'organiser une certaine forme de relocalisation avec un camping qui a été relocalisé. Mais de savoir où est-ce qu'on va, de manière à ce que les acteurs sachent s'ils peuvent installer des activités économiques, pour combien de temps, et finalement, s'il vaut mieux reculer tout de suite en réalité. En fait, ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on voulait faire face à la montée des eaux d'une manière un peu ordonnée et rationnelle, ce que vous dites, c'est la première chose à faire, c'est avoir un plan. C'est-à-dire, c'est anticiper et regarder à l'échelle d'un territoire comment on peut faire. La deuxième étape, c'est celle de la mise en œuvre. Sauf que pour mettre en œuvre, on en revient un peu à ce que vous disiez, il y a souvent une difficulté qui est que il y a des gens qui ont beaucoup à perdre, que ce soit des agriculteurs à qui on va dire on vous rachète vos terres parce qu'on veut protéger le littoral, que ce soit des industries à qui on dit il faut se déplacer, ou des habitants à qui on dit il faut vous déplacer.
comment on peut imaginer que ça s'organise? Est-ce qu'il y a des exemples d'endroits où ça a été bien fait? Alors, il y a un exemple qui est très intéressant, c'est la thèse de Xenia Filipenko, c'est le village de Miquelon. Donc, à Saint-Pierre et Miquelon, vous avez Saint-Pierre qui est une ville de 6000 habitants et Miquelon qui est un village en fait de quelques centaines d'habitants. C'est un village qui est très exposé à l'élévation du niveau de la mer, qui est dans une zone basse et dans lequel il y a déjà des problèmes avec les tempêtes et sur lequel on avait prescrit un plan de prévention des risques. Et là, les habitants découvrent le plan de prévention des risques et voient qu'il est interdit finalement d'urbaniser à peu près partout. Donc là, les gens rejettent ce plan de prévention des risques. Et puis petit à petit, en fait, à force de discuter, ils se rendent compte que quitte à investir sur leur île, tout simplement, mieux vaut peut-être construire des nouveaux bâtiments à quelques centaines de mètres de là, sur des zones qui sont à plusieurs mètres au-dessus du niveau de la mer et qui ne seront pas affectées par le niveau de la mer avant des siècles, que d'investir sur des zones très basses où, en fait, dès le milieu du 21e siècle, on ne peut pas garantir qu'ils soient vraiment bien protégés, quoi. Et donc là, en fait, il s'est passé quelque chose de très intéressant, qui est qu'une partie des habitants s'est approprié ce projet. Et c'est devenu leur projet. Alors, est-ce que ça va être vraiment fait? Dans quelles circonstances? C'est encore quelque chose qui est en construction. Mais là, on a un exemple extrêmement intéressant d'appropriation par les habitants de ce projet de relocalisation. Donc, je dirais que quelque part, au moment où on définit les objectifs, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est la concertation. La concertation avec toutes les parties prenantes, donc ça va effectivement des habitants, les agriculteurs, l'État, parce que l'État finance quand même beaucoup de choses, hein, et puis la région, le département, etc. Cette concertation, c'est celle qui va permettre en fait de voir quel va être le chemin le plus optimal, à la fois d'un point de vue financier et économique, mais aussi d'un point de vue social. Enfin, moi j'entends bien ce que vous dites, mais on voit bien que c'est pas la même facilité pour tout le monde de s'adapter. Il y a des régions plus riches que d'autres, il y a des individus qui ont plus de moyens que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que dans ces politiques qu'on met en œuvre, il n'y ait pas de grandes inégalités? Et comment faire pour essayer de les limiter le plus possible? Absolument. En fait, si vous regardez la question des inégalités en lien avec ces événements climatiques, les submersions marines, l'érosion, le recul du trait de côte, en fait, vous en avez à tous les niveaux. Vous en avez pendant les événements extrêmes. Pendant les événements extrêmes, les plus fragiles, ce sont souvent les femmes qui s'occupent des enfants et leurs enfants, les personnes âgées. Voilà, c'est celles qui sont les plus exposées à la noyade, en fait. Ensuite, vous avez au moment, finalement, des indemnisations. Au moment des indemnisations, vous avez des risques, en fait, que les gens ne soient pas traités de manière équitable. Et c'est vrai qu'en France, on a un sujet avec ce recul du trait de côte qui n'est pas indemnisé lorsqu'il est attribué finalement à des événements marins. Donc ça veut dire quelque part que le trait de côte, vous avez des exemples d'indemnisation sur du trait de côte rocheux, en fait, par exemple en Seine-Maritime, et puis cet exemple du Signal où le bâtiment qui était sur un trait de côte sableux, eh bien finalement on a eu des procès, on a eu un vote exceptionnel à l'Assemblée nationale pour indemniser les gens, en fait, parce qu'il n'y avait rien de prévu. On va vers le mieux là, en fait. On a des rapports d'inspection qui suggèrent de faire des indemnisations très ciblées. Alors pourquoi très ciblées? Ça, c'est un autre élément en fait qui rejoint la question des inégalités. C'est parce qu'en fait, sur le trait de côte, vous avez en fait des biens de luxe en fait. Vous avez des résidences secondaires, donc vous n'avez pas que des gens défavorisés. C'est évident que si on veut que la solidarité nationale aille en priorité vers les personnes finalement pour qui cette maison sur le trait de côte ou cet agriculteur qui est disons exposé à l'élévation au niveau de la mer, eh bien ce soit des gens dont c'est la seule ressource finalement. Vous voyez, on ne veut pas indemniser les biens de luxe et bien souvent des gens qui savaient très bien que tôt ou tard leurs biens disparaîtraient. Il y a des gens, en fait, beaucoup de gens, en fait, quand vous discutez avec les gens sur le littoral, savent en fait qu'il y a l'élévation au niveau de la mer, que tôt ou tard leur maison sera importée, mais ils savent aussi que finalement ils sont à la retraite, dans 20 ans ils seront peut-être plus là et ils auront profité de leur endroit et ça leur suffit et c'est très bien. Mais en revanche, effectivement, il faut le savoir et acter le fait que ce n'est pas là que la solidarité nationale, elle doit aller si on veut être juste et en même temps faire un peu attention aux finances publiques. Oui, il y a quand même une dimension pour beaucoup de gens, c'est-à-dire quand on parle de relocalisation, ça veut dire pour des gens partir de chez eux avec l'idée de ne jamais revenir. C'est aussi une histoire, parfois familiale, du patrimoine. Comment on peut proposer à des gens de leur dire on va tout abandonner parce que dans 100 ans, l'eau va monter. Ça peut sembler parfois un peu décalé ou bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin de relocaliser tout de suite, très rapidement. En revanche, on a besoin de savoir où on va relocaliser. En fait, si vous regardez à court terme, on a des options qui ne sont pas uniquement la relocalisation et la protection. Vous avez aussi une stratégie qui consiste à réduire la vulnérabilité des bâtiments, qui est beaucoup mise en œuvre, en fait, par exemple, dans les plans de prévention des risques en France.
Ça veut dire que quand vous avez des submersions marines, en fait, vous avez une part très importante des dommages assurés qui sont en fait du mobilier d'intérieur, qui sont des appareils électriques. Si vous arrivez à faire en sorte que, par exemple, vous n'avez pas de garage souterrain dans les zones côtières, que vous avez rehaussé les appareils électriques, que vous n'avez pas des maisons de plein pied, que vous avez un petit rebord, en fait, ou même que vous êtes capable, avant des submersions marines, de monter des appareils chers, en fait, à l'étage, vous réduisez considérablement, en fait, les dommages lors de ces submersions. Voilà. Là, on parle de submersion marine, évidemment, où il n'y a pas de vagues, enfin, où on est vraiment, en fait, peut-être dans des estuaires ou des choses comme ça. S'il y a des vagues, c'est une autre affaire. Hein. Il y a effectivement des dommages structurels qui commencent à arriver. Mais en faisant ça, on réduit considérablement les coûts. Et ça, je dirais, c'est peut-être la chose la plus urgente, la plus facile et la moins coûteuse à mettre en œuvre très rapidement et à généraliser. Donc, si vous voulez, je dirais que la stratégie, c'est vraiment avoir une vision à long terme. Où est-ce qu'on va? Relocalisation, protection. En fait, on va vite réaliser que on est déjà verrouillé, en fait. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'élévation au niveau de la mer, on sait qu'on a des infrastructures dans certaines zones côtières qui font qu'on va forcément vers de la protection, et puis on sait qu'il y en a d'autres où ce sera trop coûteux et on va forcément vers de la relocalisation. Mais dans la période intermédiaire où on n'a pas besoin forcément de mettre en œuvre soit cette protection massive, soit cette relocalisation très importante, eh ben on a cette option qui est de finalement réduire la vulnérabilité des bâtiments, minimiser les coûts et se préparer aux étapes suivantes. Ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux individus, c'est-à-dire pour des gens qui habitent en bord de mer ou qui ont une maison familiale, par exemple. C'est ce type de choses qu'il faut mener, même au niveau individuel, c'est-à-dire essayer de réduire la vulnérabilité de sa maison. Ou alors est-ce qu'il faut se dire, l'héritage de mes grands-parents d'une maison en Bretagne, en fait, il vaut mieux que je fasse une croix dessus parce qu'en fait, mes enfants, mes petits-enfants pourront jamais y aller. L'an dernier, il y a eu une mission en fait sur les assurances et le changement climatique. J'y ai contribué. En fait, une des questions qui était posée par cette mission, c'était on voit les coûts de l'assurance qui sont en train de vraiment augmenter de manière drastique, et c'est cohérent avec le réchauffement climatique. Alors, ce ne sont pas les submersions marines, ce sont en fait les retraits-gonflements des argiles aujourd'hui, qui coûtent extrêmement cher. Mais on sait que ça va être la même chose pour les submersions marines, on sait que ça va être la même chose pour les inondations par pluie intense, parce que c'est en train d'arriver en fait. Et en plus, ça va arriver brutalement, parce qu'une submersion marine comme Xynthia, c'est 750 millions d'euros de dommages assurés attribués à la submersion marine, en fait. Donc, le jour où ça va arriver, ça va coûter extrêmement cher. Si les assureurs veulent continuer à jouer leur rôle, enfin, si on veut que les assureurs continuent à jouer leur rôle en tant que filet de sécurité, en fait, c'est un élément de la politique d'adaptation, d'avoir un filet de sécurité pour compenser les dommages qu'on n'a pas pu éviter avec l'adaptation, il faut en fait qu'il y ait de l'adaptation. Il faut qu'on ait réduit ces dommages et il faut effectivement qu'on aide les personnes tout simplement qui sont exposées à avoir les bons gestes au moment de ces catastrophes climatiques. Oui, d'ailleurs, c'est ce que proposait la mission dont vous avez fait partie, c'est-à-dire on dit aux assureurs qu'il faut mettre en place des plans de financement pour soutenir les populations qui vivent dans ces zones. Et même si, comme vous l'avez dit, il y a une dimension inéluctable dans cette montée du niveau de la mer, qu'est-ce qui vous permet, vous, malgré tout, de garder de l'espoir? Je dirais, en fait, ce qui se passe, c'est que sur l'élévation du niveau de la mer, il y a vraiment deux priorités. Il y a l'atténuation. L'atténuation, dans le cas de l'élévation du niveau de la mer, c'est pour se donner du temps pour l'adaptation. Et on doit reconnaître qu'il y a quand même une inflexion des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au développement des renouvelables, et que toute inflexion supplémentaire nous donne des espoirs supplémentaires que l'Antarctique, on n'aura pas un effondrement catastrophique. C'est un des points de bascule du système climatique. Et c'est vrai que si on a cet effondrement en fait en Antarctique, là on va dans une adaptation qui sera très différente de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la question des inégalités, peut-être qu'on la laissera de côté, on se concentrera sur les infrastructures critiques en fait. Donc je dirais ce qui me fait un petit peu prendre de l'espoir en fait, c'est le fait qu'on a déjà une petite inflexion des émissions de gaz à effet de serre. On voit que c'est efficace économiquement, on voit qu'il y a des acteurs économiques qui commencent à défendre cette transition. Et donc sur ce plan-là, je dirais il y a déjà une petite ouverture. Voilà, sur l'adaptation, alors il y a à la fois de l'espoir et pas de l'espoir. Alors des acteurs comme le Conservatoire du littoral, je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment vers tous les acteurs du terrain, les maires, le département, les régions, les agriculteurs, les habitants, et ils essaient en fait de dessiner un projet de territoire qui va vers le long terme et qui commence à faire entrevoir cette vision dont on a besoin en fait. Où va-t-on pour pour la baie de Lancieux, pour le marais de Meuse, etc., etc. Donc ça également c'est un sujet d'espoir parce qu'ils font exactement ce qu'il faut faire en fait. Ce que le GIEC nous dit, voilà quel est le chemin vers l'adaptation à l'élévation du niveau de la mer, qui est un chemin extrêmement complexe parce qu'il met en jeu énormément d'acteurs. Et ce qui me fait prendre un petit peu moins d'espoir en fait, c'est que je vois
qu'il va y avoir des conflits en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des acteurs qui vont dire bah non, mais là, on relocalise pas. Et on relocalise pas, même si c'est économiquement inefficace, même si c'est le plus raisonnable, etc. Et là, en fait, il va y avoir des jeux politiques qui vont se dessiner et où on va aboutir, ben, je sais pas. Je pense qu'à un moment, il faut être clair sur les enjeux, faut jouer l'intérêt général. Et ça, je commence à voir sur cette question d'élévation du niveau de la mer que tous les acteurs ne sont pas prêts à jouer l'intérêt général. Alors, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous demander comment vous vivez cette transition à un niveau plus personnel. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées dans votre mode de vie depuis que vous travaillez sur ces questions-là? On peut penser par exemple au fait de prendre l'avion. Est-ce que vous continuez à prendre l'avion? Alors l'avion, je dirais, moi j'ai fait une école d'aéronautique en fait. Voilà, j'ai fait Supaéro à Toulouse. Et en fait, je dirais, je suis toujours étonné par le débat sur l'avion. Parce que quand j'étais à Toulouse, à l'école d'aéronautique, on savait déjà que l'avion, c'était pas bon pour le climat, en fait. Le discours, c'était oui, mais si vous faites un Paris-Toulouse, finalement, si vous êtes à 2 dans la voiture, c'est autant d'émissions de gaz à effet de serre que l'avion. Bah oui, mais le problème, c'est que comme on doit atteindre le net zéro, bah de toute façon, il faut que tout le monde soit à zéro, en fait. Donc, c'est pas une solution, ça, en fait. Donc, du coup, je dirais... Le débat sur l'avion, je dirais, moi, il y a 15 ans, je rédigeais déjà des fiches de risque dans mes projets dans lesquels je disais, sur ce projet, il y a un risque de forte émission de gaz à effet de serre parce qu'on va devoir prendre l'avion. Vous voyez, donc on le sait depuis très très longtemps. Donc oui, évidemment, je limite l'avion. Et non, effectivement, je ne peux pas l'éviter parce que j'ai des réunions à l'international, parce que je travaille à l'international, mais je limite autant que je peux. Et puis, je ne vais pas faire du tourisme, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous avez changé vos pratiques? On peut penser par exemple à l'alimentation. Est-ce que vous mangez de la viande, par exemple? Alors oui, effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé très tardivement. C'est l'impact que notre alimentation a sur finalement le climat, mais aussi en fait sur la biodiversité. Le fait qu'en évitant de manger de la viande, finalement, on limite les besoins en terre, parce qu'on a besoin d'énormément de production de céréales pour les bovins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé un peu tardivement, mais petit à petit, effectivement, je mange de moins en moins de viande et également de moins en moins de poissons, parce que j'ai réalisé également que la pêche au chalut était très fortement émettrice de gaz à effet de serre, en plus d'être très destructrice pour l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais, mais je dirais, en fait, les petits gestes, moi, ça me fait toujours penser, en fait, à la déclaration du ministre de l'Environnement de 92, de Ségolène Royal, en fait, qui était, en fait, de dire, tout le monde peut faire quelque chose pour le climat, les petits gestes. Mais ça, c'était il y a 30 ans. Si ça marchait, ça se saurait, en fait. Et donc, je pense que, en fait, la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus efficace quand on travaille ensemble. Et je dirais ce que j'ai le plus changé par rapport à ces questions de climat, c'est que je me suis rapproché d'associations, en fait, des gens qui sont pas que des chercheurs, en fait, qui sont, des juristes, des militaires, des enseignants, des employés, qui essaient de, promouvoir le vélo en ville, défendre la biodiversité, des choses comme ça. Est-ce que vous, il y a un livre, une bande dessinée, un film, une œuvre de fiction qui vous a particulièrement inspiré sur ces questions-là, ou que vous auriez envie de partager? Oui. Alors, en fait, je dirais, j'en ai peut-être 2. Il y en a un premier, c'est un roman qu'à vrai dire, j'ai pas tellement aimé, mais enfin bon, c'était intéressant. C'était le roman de Liu Cixin, Le problème à 3 corps. En fait, c'est un roman dans lequel, en gros, c'est une invasion d'extraterrestres. Et puis, il y a quand même les questions climatiques en fond. Et puis en fait, on se demande comment il va traiter ce sujet, et en fait, il le traite très simplement. En gros, il y a une période de 60 ans pendant lesquelles les gens meurent de faim, la population est divisée par 3, et puis c'est une catastrophe, et puis des siècles après, les gens s'en rappellent comme une période épouvantable de l'histoire de l'humanité. Bon, ça, c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter, en fait. Donc, ça, c'est peut-être une première chose que je voulais dire. Puis quelque chose de plus positif, en fait, moi, je me suis demandé, tout ce dont on parle, on le sait depuis des dizaines d'années, en fait. Le niveau de la mer, ce que je vous ai dit, en 83, vous avez un rapport de l'agence fédérale américaine qui dit à peu près la même chose sur ces possibilités d'effondrement de l'Antarctique. Vous voyez, en 2004 et puis avant, en 90, vous aviez des rapports sur l'érosion qui disaient ce serait bien de faire de l'espace pour les sédiments et pour les écosystèmes, pour faire une zone tampon entre les zones urbanisées et la zone maritime. Donc on le sait depuis très 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 longtemps, en fait. Et je me suis demandé, en fait, moi qui n'étais pas forcément très sensibilisé, pas dans un milieu social qui était très sensibilisé à ces questions, pourquoi est-ce que ces questions d'environnement m'ont intéressé? Et en fait, je me dis que c'est peut-être grâce à Gaston Lagaffe, en fait. Parce que Gaston Lagaffe, quand vous lisez certains de ses gags, il y a vraiment une sensibilité et puis une inquiétude par rapport à ces questions de l'environnement. Donc je dirais, moi, je pense que, peut-être relisons ces gags de Gaston Lagaffe qui finalement touchent peut-être plus la corde sensible, qui peut-être, moi, ont joué un rôle plus important que je crois dans ce que je fais aujourd'hui. Merci Gonéril Kozaneh. Merci Nabil Wakim.
J'ai appris beaucoup de choses dans cet échange avec Gonéry Le Cosanet. La première, c'est que je savais confusément que la montée du niveau de la mer c'était un problème, mais je réalisais pas vraiment quelles pouvaient être les conséquences et comment elles allaient nous arriver. Et en particulier un point, le fait que, en fait, cette montée des eaux, elle va continuer de toute façon, et qu'en plus, elle va s'accélérer. Ce qui me reste en particulier en tête, c'est l'ordre de grandeur de la fonte des calottes glaciaires. 7 mètres de montée du niveau de la mer si le Groenland fond, plus de 60 mètres si c'est l'Antarctique. Je me souviens maintenant qu'on en avait déjà parlé dans ce podcast dans un épisode sur les glaciers avec Heidi Sevestre. Mais je comprends maintenant d'autant mieux un point supplémentaire. C'est qu'on ne reviendra pas en arrière. Le Groenland, c'est le reste d'une ère glaciaire. En fait, on ne peut pas le reconstituer. D'une certaine manière, c'est une raison de plus pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dès maintenant. Ça fait partie des sujets sur lesquels, voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Le deuxième point qui me reste en tête, c'est la durée. Si les plus grosses conséquences sont pour la fin du siècle, on peut se dire que c'est pas un problème prioritaire. Mais ce qu'explique bien Gonéry Le Cosanet, c'est que justement, parce que les menaces les plus importantes sont devant nous, on peut encore s'organiser. Mais ça demande de le faire dès maintenant. Réorganiser un territoire, déplacer des industries ou des logements, investir dans des digues ou des barrières de protection, tout ça, ça coûte cher et ça prend du temps. Et comme souvent face à la question climatique, plus on attend, plus ça coûte cher et moins les options sont bonnes. C'est un peu comme moi quand j'arrête de répondre aux mails des auditrices et des auditeurs de Chaleur Humaine, plus ça s'accumule dans ma boîte mail, plus c'est dur de s'y mettre et plus le travail à faire apparaît impossible. La troisième chose qui me reste en tête, c'est qu'on ne mesure pas bien que les effets de cette montée des eaux et des submersions marines, en fait ça va être très inégalitaire. C'est sûr que si on est pauvre, isolé, qu'on a du mal à se déplacer, on a de plus grandes chances d'être victime de ces événements climatiques extrêmes. Évidemment, encore plus si on est dans un pays du Sud. De nombreuses études montrent aussi que les femmes sont plus largement touchées par les catastrophes climatiques, de très loin. On en avait parlé d'ailleurs ici avec la prix Nobel d'économie Esther Duflo, quand on avait parlé de comment financer l'adaptation au changement climatique des pays du Sud. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait dès maintenant prendre en compte ces inégalités pour refaire une cartographie des sites les plus menacés et donc des personnes les plus fragiles. Et ça passe évidemment par une refonte du secteur de l'assurance qui doit prendre en main cette question-là avec le soutien des pouvoirs publics, de l'État, des collectivités locales. Mais il ne faut pas attendre, il faut commencer à le faire dès maintenant. Un point en plus peut-être. Cette dernière idée me fait penser à ce que disait dans un épisode précédent l'économiste Éloi Laurent, lorsqu'il disait que face aux conséquences du changement climatique, ce dont on va avoir besoin, en fait, c'est de beaucoup de solidarité. Et sur cette question de la montée des eaux, c'est justement ça. Il va falloir s'organiser localement pour s'assurer que personne ne reste sur le carreau ou se retrouve plutôt les pieds dans l'eau. Et si vous avez déjà une expérience de ce type, je serais ravi d'en savoir plus et d'entendre comment ça s'est passé par chez vous. Vous pouvez comme toujours m'écrire à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave, réalisé par Solène Moulin et par Amandine Robillard, qui a aussi composé cette chaleureuse musique. Je me répète, mais si ça vous dit, vous êtes les bienvenus au premier festival des idées Chaleur Humaine. C'est le 14 décembre à Paris et je fais revenir des invités du podcast en leur proposant de venir défendre une idée essentielle pour la transition. Le principe, c'est qu'après, on ressort tous avec plus d'outils dans la tête pour agir et réfléchir à cette question si importante pour notre avenir. Vous pouvez en savoir plus et vous inscrire sur le site du Monde Atelier et aussi dans l'infolettre Chaleur Humaine qui est gratuite sur le site du Monde et à laquelle vous pouvez vous inscrire pour la recevoir tous les mardis. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a donné envie d'organiser le déménagement de votre commune dès maintenant ou si à l'inverse, ça vous a rassuré en vous disant que 2100, c'est pas maintenant. Comme toujours, vous pouvez m'envoyer vos critiques, vos avis et votre recette favorite de légumes farcis à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vous pouvez aussi m'écrire par courrier au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Et si vous préférez parler, vous pouvez aussi me laisser un message vocal au 06 99 89 79 82 par WhatsApp, Signal ou Telegram. C'est bien le 06 99 89 79 82. C'est vrai, je mets super longtemps à répondre aux mails, assez longtemps à répondre aux messages vocaux, mais par contre, j'écoute tout, j'en fais des newsletters et des épisodes de podcast.
Si vous aimez Chaleur Humaine, vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast favorite, vous pouvez le partager à vos amis ou ajouter des commentaires et des étoiles. Merci encore 1000 fois de votre écoute et de votre intérêt. Je vous signale quand même que suite à vos messages la dernière fois que j'ai chanté, eh bien là j'ai dû renoncer à mon interprétation de la chanson Sous l'océan de la petite sirène, mais vous ne perdez rien pour attendre. Merci encore et bravo d'être resté jusque-là, jusqu'au bout. À bientôt.